Bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation, qui est l'œuvre de Justine Pérez et sa thèse qui nous remplace pour le moment. Donc merci à elle de me remplacer. Et du docteur Bally et Pleton. Dans l'histoire de la médecine, le mensonge a beaucoup évolué. Avant, il était autorisé, on disait même un pieux mensonge, quand on était considéré comme des agents de Dieu, ce qui n'est plus vraiment le cas. Mais il était aussi thérapeutique dans l'intérêt du patient. On pouvait lui cacher quelque chose parce qu'on estimait que c'était bon pour lui. Puis, dans la société, on va dire postmoderne, ça s'est inversé et le contrat social a dit « c'est fini le mensonge ». Probablement, l'autonomie du patient a fait changer les choses. Et donc, vous connaissez tous ces trois mots-clés, en particulier pour les internes issus du modèle PMZ des ECN. Vous avez vu que l'information, dans la première présentation, on a même dit que même la salle d'attente était un lieu d'information. Donc, dans notre monde où on doit informer le patient, eh bien, nous, on s'est demandé, est-ce qu'il y a encore de la place pour le mensonge ou vraiment plus du tout ? Surtout que tous les sondages disent que nous sommes la profession dans laquelle les patients ont le plus confiance. Les médecins tout court, les généralistes encore plus. Les derniers étant les hommes politiques. C'est le sondage. Donc voilà, l'objectif, c'était de comprendre cette place. Pour ça, on a mené une étude qualitative. On a réfléchi à notre posture et on en discutera peut-être après. On a opté pour la théorisation ancrée, avec un guide d'entretien fondé sur la littérature, où on n'abordait pas trop directement le mensonge parce qu'on l'imaginait et les résultats nous ont donné raison connotée. On l'a fait en entretien singulier et je n'expliquerai pas aussi bien que Angélique l'échantillonnage théorique, donc j'y reviendrai pas. On a fait une déclaration à la CNIL et au comité d'éthique. Et tout a été codé par 3 chercheurs. Au total, on a 15 patients. 9 femmes et 6 hommes, et vous voyez l'âge, et Kaman, en fait, c'est raisonné pour l'âge, puisqu'on a des jeunes et des moins jeunes. Il y a une longue période, alors en Cali, c'est un luxe, parce que ça permet de sédimenter, de réfléchir, d'analyser, de rechanger le guide, et de revoir comment on travaille. Pour l'interne, c'est pas forcément un luxe, parce que, vous voyez, octobre 14 à février 2016, il faut une interne motivée. On a saturé au 13e, en tout cas, on l'a pensé. Alors, qu'est-ce que nous a dit notre étude ? Les patients, ils ont dit le mensonge, c'est en dehors de la relation médecin-patient. C'est juste pas possible, quoi. Voilà. Pourquoi ? Parce que la santé, c'est très, très important. Et du coup, comme la santé, c'est important, on ne peut pas mentir. Et même si on mentait, on aurait honte. Et il y aurait une perte de confiance, une rupture. Et si le médecin mentait, ça nous mettrait très, très en colère. Donc vous voyez qu'au premier abord, quand on leur dit mensonge, par ailleurs, ils nous ont dit que ce serait très facilement détecté. Il me connaît, il sait me jauger. Il y en a qui ont dit aussi la clinique, si j'ai des yeux défoncés, il sait que j'ai fumé du cannabis, et ainsi de suite. Et puis eux, ils disent, mais si le médecin nous mentait, on pourrait découvrir la vérité parce que y a Internet. Et du coup, ils disent, je pense que maintenant, les médecins disent la vérité. Après, bien sûr, quand on creuse, et c'est la force de faire beaucoup d'entretiens et de les analyser un par un, on a dit à Justine, à ce moment-là, tu aurais dû lui demander ça, et donc dans les prochains, on a demandé ça. On s'est rendu compte que le mensonge, ok, mais ne pas dire, c'est pas mentir. Si je dis pas quelque chose, c'est un oubli, quoi, simplement. Voilà. C'est pas mentir. Et du coup, les patients imaginaient les non-dits courants, de nos deux côtés. Et des non-dits sur quoi ? Comme à Mayotte, certains sujets très intimes peuvent être l'occasion de ne pas dire. Ou alors, il y a quelques autruches aussi parmi nos patients qui ne disent pas parce qu'ils ont peur qu'on leur prescrive des examens et qu'on leur trouve quelque chose. Si, ça existe encore. Et ils imaginaient que le médecin ne disait pas parce que parfois, il n'est pas sûr. Donc c'est vrai que s'il n'est pas sûr, il ne veut pas inquiéter. Donc par bienveillance, il ne dit pas. Et ils imaginaient même qu'on pouvait adapter nos infos aux patients. Vous voyez, sans en donner trop peu ni trop, selon le caractère des gens. Et puis, il y a des gens qui sont capables d'entendre certaines choses et d'autres pas.
En discussion, on a fait du très classique, on s'est comparé à la littérature. Alors, en premier, on s'est comparé à la vraie littérature, puisque Rousseau disait, comme les patients, que dire faux n'est mentir que s'il y a l'intention de tromper. Les patients nous ont dit ça, ils nous ont dit dire faux, c'est vraiment dire quelque chose pour obtenir quelque chose, et donc du coup, ça ne va pas dans la relation de confiance. Et puis, Angélique a cité Freud, alors il ne faudrait pas croire qu'à Saint-Étienne, on soit tous freudiens, hein. On a lu Michel Onfray aussi. Mais quand même, Freud nous disait que voilà, ça finissait toujours par se voir, quoi. L'acte manqué. Et puis les patients, ils n'ont pas cité le code de déontologie, mais en fait, ils l'ont dit sans le savoir, puisque le code, il dit exactement ce qu'il disait, qu'on doit les informer, mais que toutefois, circonspection, selon les patients, voilà. Après, on s'est comparé vraiment à quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le mensonge, Sylvie Finzon, qui est anthropologue. Et on a été surpris parce qu'on a vraiment des résultats qui différaient. Elle trouvait le mensonge omniprésent. Et nous, on a dit qu'il n'y avait pas de place. Donc on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui fait qu'on ait des résultats aussi différents ? Alors la théorie de Sylvie Finzon, c'est une théorie qui pourrait prendre l'idéologie de la critique de la domination. Alors c'est un peu compliqué comme ça, mais je vous l'explique de manière très simple. Elle pensait que le mensonge, c'était l'implicite à la différence de niveau entre le médecin et le patient. Nous, on a des savoirs, donc on a du pouvoir. Dans beaucoup de pensées sociologiques, on retrouve ça. Bourdieu, évidemment, mais d'autres aussi. Et donc, du coup, par désirabilité sociale, certaines classes populaires ne diraient pas tout aux médecins. Et on pourrait citer des vieilles choses comme assainir les milieux et les mœurs. Évidemment, si vous buvez 12 litres d'alcool et que vous n'êtes pas dans le contrat social de nos jours, peut-être que vous allez dire que vous en buvez que 6. C'est possible. Parce que là, vous pensez que vous avez une bonne image vis-à-vis de votre médecin avec 6. Les catégories sociales professionnelles supérieures, elles, n'hésitent pas à remettre en cause le médecin. Et nous avons tous dans nos patientèles des patients assez exigeants. Et là, vous avez tous une image d'un patient comme ça, qui ne sont pas simples non plus à gérer. Alors, pour expliquer la différence, on s'est dit que probablement le patient, il avait évolué. Le courant autonomiste, la démocratie sanitaire, les lois de 2002, Kouchner, tout ça, a transformé le patient en un usager de santé qui a des droits et qui a des devoirs aussi. Et du coup, il a quand même acquis des savoirs. Alors, on a le terme de littératie en santé, vous savez, c'est la connaissance qu'on peut avoir. Dans la salle d'attente, par exemple, on acquiert des connaissances. Probablement, on n'a pas les mêmes réseaux explicatifs, les mêmes choses pour les anthropologues à Mayotte. Et le tradit praticien n'explique pas la maladie comme le médecin toute jeune venu de la métropole l'explique. Et les choses sont différentes. Mais du coup, ils ont un savoir et peut-être ils se sont autonomisés. Et on a même des patients experts comme à Bobigny. Et puis nous, on se revendique centré sur le patient. Mais en conclusion, on voudrait remettre de la complexité en disant que le modèle autonomie, c'est peut-être pas vraiment la norme. Il y a quand même encore une asymétrie. Il y a quand même encore des médecins, disons, très centrés sur la maladie, pour être poli. Voilà. Et puis la démocratie sanitaire, c'est peut-être un masque d'un contrôle du médecin qui veut que le patient fasse certaines choses. Changer de posture, c'est un conflit de valeurs. Et demain, laisser un peu le pouvoir au patient, c'est un peu compliqué. On a vu ce matin un super atelier sur l'hypnose, où le présentateur a dit au moins 4-5 fois l'objectif, c'est celui du patient. Et tout le public disait, mais quel est l'objectif, quelle est l'indication de l'hypnose ? Et il a dû répondre au moins 10 fois, c'est celui du patient. On voit bien que le modèle n'est pas encore évident. Et pourquoi le modèle n'est pas évident ? Probablement parce que nos 6 années de médecine, on a quand même beaucoup plus de comportementalisme que de constructivisme. Soit vous avez 10 et vous passez, soit vous avez 9 et vous redoublez. Bien, pas bien. Et il y a plus de gens debout, comme moi, qui vous parlent pendant les 6 premières années que de gens qui travaillent ensemble, assis à une table sur un texte donné à l'avance. Je vous remercie.